Coucou, on se retrouve pour le bilan mensuel de mon mois de lecture de janvier. Donc c'est parti, on y va. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis fait un cahier dédié bilan mensuel, comme ça je vais tous les avoir les uns à côté des autres et ça sera beaucoup plus facile pour moi de m'y retrouver. Donc j'ai attaqué un nouveau cahier et j'ai préparé mon bilan pour vous le faire et qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé en janvier dans mes lectures, dans ma palle, dans mes sagas, dans mes challenges, tout ça. On commence donc comme d'habitude avec le point statistique. En janvier, j'ai lu 28 livres, ce qui est vraiment beaucoup. Je me suis pas rendu compte, c'est passé tout seul, mais vous allez voir que c'est un petit peu à modérer parce qu'il y a eu des abandons, etc. Mais bon, en tout cas, j'ai lu 28 livres. 28 livres, on va dire, sont sortis de ma palle, même si je crois que j'ai des livres hors palle. J'ai oublié de les comptabiliser d'ailleurs. Oui, j'ai bien des livres hors palle. J'ai lu 3 livres qui n'étaient pas dans ma palle, puisque c'était des formats numériques, et j'ai lu des graphiques que je me suis achetés, donc qui ne rentrent pas officiellement dans ma palle. Donc voilà, je vous dis, il faut modérer, hein, mais bon. Du coup, ma palle n'a pas baissé de 28 livres directement, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, dans ces 28 livres, j'ai lu en termes de romans, essais, on va dire format non graphique, 18 livres, donc en toute logique, 10 livres qui étaient des graphiques. C'est un bon ratio, ça me plaît plutôt pas mal. J'ai lu 46% d'autrices, puisque j'ai lu 13 ouvrages écrits par des femmes, ce qui est moins de la moitié. C'est comme ça, il y a des mois comme ça. J'ai lu 11 romans francophones, ce qui n'est pas énorme, non même pas roman, j'ai lu 11 livres francophones tout court, encore une fois c'est pas énorme. J'ai lu pas mal de livres anglophones, honnêtement. J'ai lu 6 maisons d'édition indépendantes, en sachant que je n'ai pas compté les poches, mais que certains des poches que j'ai lus à l'origine sont des maisons d'édition indépendantes. Je n'ai pas lu de livres en anglais, ce qui n'est pas une statistique qui me convient, parce que je prends déjà du retard sur mon objectif, et que j'ai envie de le faire surtout. Hein, c'est ça, c'est surtout que j'ai envie de le faire. J'ai pas pris le temps, donc je vais essayer en février d'en lire 2. J'aimerais bien lire Carry On, et j'aimerais bien lire Normal People. Donc on va essayer de faire ça. J'ai sorti une relique de ma palle, ce qui n'est pas exceptionnel, mais bon, au moins je l'ai fait. Voilà, on va dire que je l'ai fait. Par contre, j'ai abandonné 3 livres. Je vais y revenir assez brièvement. J'ai abandonné L'âne culotte d'Henri Bosco, qui était une recommandation 12 livres par 12 amis, parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai abandonné Le bon présage de Pratchett et Gaiman, parce que Gaiman, tout simplement, et j'ai abandonné La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker, parce que c'était beaucoup trop sexiste à mon goût. Donc 3 DNF en ce mois de janvier, en plus en début de mois. Écoutez, au moins je sais à quoi m'en tenir et c'est le plus important. En janvier, j'ai fait 9 lectures communes, comme toujours principalement avec Emeline, mais pas que. Ce mois-ci, il y a eu d'autres lectures communes avec Marion, avec Cécilia, avec Pénélope, avec Boucosaurus, avec... J'oublie des personnes, avec Anne-Sophie évidemment, et je pense que j'oublie quelqu'un. Je suis désolée si je vous oublie, mais en tout cas j'ai fait 9 lectures communes. Alors parfois on était plus que 2 dans les lectures communes, donc ceci explique cela. Mais voilà, c'était très très cool. On a fait de bonnes lectures dans l'ensemble, mis à part de Bon Présage qu'on a abandonné toutes les deux avec Marion, mais sinon plutôt des bonnes lectures communes. Et enfin, sur les 28 livres, j'ai lu 23 ouvrages de SFFF, ce qui veut dire que j'ai sorti des livres qui n'en étaient pas. Et ça c'est plutôt cool. Donc L'âne culotte qui n'en était pas, par exemple, j'ai sorti La disparition de Stéphanie Meyer qui n'en était pas, même si c'était pas des livres de ma palle, c'était des livres qu'il fallait que je termine pour le challenge 12 livres par 12 amis, donc c'est très cool. J'ai sorti Le serment des sœurs fossiles, qui était un service de presse de nouvelles, qui est plutôt du roman historique jeunesse, qui était très chouette, que j'ai beaucoup aimé. Rebecca, qui est plutôt du thriller psychologique. Résister, qui est un essai évidemment. Bon, en tout cas j'ai sorti quelques livres qui n'étaient pas de la SFFF. C'est déjà pas mal. Je vais essayer de rester sur ce ratio-là, même si c'est pas énorme, c'est pas mal. Voilà, j'aimerais bien continuer comme ça. Donc ça, c'est pour les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je vous les aurai affichés, vous les aurez vus normalement. On va passer à ma palle. Ma palle, en début janvier, était... Donc je vous avais dit que j'étais à 243 livres, mais je me suis rendu compte en recheckant que ça ne correspondait pas, parce qu'en fait, j'avais oublié de rentrer des livres en décembre. Il y avait tellement de livres
qui sont arrivés dans ma palle, qu'il y en a que j'ai oublié de rentrer sur ma palle Booknode. J'étais à 245 livres, j'ai ajouté 17 livres à ma palle, j'en ai lu 5, principalement des graphiques, mais j'en ai quand même lu 5. J'ai donc ajouté 9 services de presse, c'est un peu la période, mais voilà. J'ai acheté 2 livres, 2 graphiques. Je suis très contente, j'ai résisté, j'ai été forte. Alors après, c'est 2 très beaux livres, donc en termes de budget, enfin en tout cas voilà, c'est pas un no-buy avantageux pour le budget, mais c'est un no-buy avantageux pour la palle puisque les graphiques ne rentrent pas dans ma palle et que de toute façon je les ai lus, donc je suis très contente de moi. J'ai reçu 6 cadeaux en janvier, j'ai reçu un achat neuf que je compte à part parce que c'est l'achat Illumicrate, donc c'est plutôt pas mal. Du coup officiellement ma palle a baissé en janvier, je suis à 241 livres dans ma palle, ce qui est encore énorme. C'est pas une très grosse baisse, mais c'est une baisse et c'était pas arrivé depuis très longtemps que ma palle baisse, ne serait-ce que d'un livre, ne serait-ce même que se stabiliser, c'était pas arrivé depuis très longtemps, je pense depuis 1 an, donc je suis peut-être même plus d'1 an, mais bref, je suis très contente. J'ai un petit peu baissé ma palle, c'est toujours pas la panacée, mais c'est un début et j'ai bon espoir que ça continue tranquillement à ce rythme. Nous allons donc maintenant passer à mes tops et flops du mois de janvier. Je vais commencer avec mes tops. Dans mes tops, il y a 4 livres, ça a été très dur. J'essaie d'en mettre que 3 en général parce qu'il faut quand même départager et que je lis beaucoup de bonnes choses. Mais il y en a quand même 4 qui sont sortis du lot très fortement. Le premier qui est mon gros coup de cœur de janvier, c'est Nettle & Boone de T. Kingfisher, donc qui est sorti fin 2024 chez Verso, que j'ai adoré. J'ai adoré Nettle & Boone, vraiment gros coup de cœur sur ce livre. J'ai adoré, je vais vous la faire très courte pour vous donner envie, mais il y a un vlog où j'en parle beaucoup plus longuement. J'ai adoré parce que on suit des personnages adultes, même l'héroïne est adulte, elle a passé la trentaine, elle a 32 ou 33 ans et tous les gens du groupe, on va dire, autour de l'héroïne sont des adultes, hein. Le deuxième plus jeune a la quarantaine passée et après c'est des personnes assez âgées. Ça c'est quelque chose que j'ai adoré, ça change totalement la perspective de suivre des adultes. J'ai adoré le côté très comment vous dire ça, très sérieux des personnages. Ça veut dire qu'ils sont là pour une chose très précise et ils ont une mission à mener à bien et ils mènent cette mission à bien sans se perdre, notamment dans des relations amoureuses annexes à cette mission, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien fait, très intelligent. J'ai l'impression que T. Kingfisher a entendu la voix des lectrices qui disaient mais il faut arrêter de nous faire croire que quand tu dois sauver le monde ou quelqu'un que tu aimes, tu as le temps de te perdre dans des relations amoureuses compliquées. Eh bien elle l'a entendu et elle l'a fait et c'était trop cool. J'ai adoré les rebondissements, j'ai adoré la complexité des personnages, des relations entre les personnages, notamment entre sœurs. J'ai adoré, enfin j'ai tout aimé, je n'ai rien de mauvais à dire de ce livre, tout était bon, c'était bien écrit, c'était intelligent, c'était bien rythmé, mais je vous le dis, je pense vraiment qu'il faut avoir les bonnes attentes en allant dans ce livre. Ça veut dire que vous y allez pour lire une fantaisie adulte où on suit des personnages adultes, où il n'y a pas forcément des dizaines de milliers de rebondissements, où c'est pas forcément creusé plus, et c'est pas forcément ce qu'il faut y chercher quand vous y allez. C'est un one shot, c'est assez court, donc ça sera pas un world building développé de folie. Il faut y aller en se disant qu'on va lire une fantaisie d'adulte pour adulte et vraiment avec des personnages d'adultes et des problématiques d'adultes, et c'est ça qui était génial, c'est ça que j'ai adoré, parce qu'on va parler de VSS et c'est très bien abordé, notamment de violence conjugale. Gros coup de cœur. Ensuite, deuxième très gros coup de cœur, c'est vraiment mes 2 gros coups de cœur de janvier, c'était Eurydice, donc de Lou Luby et Solène Guivre, que j'ai reçu en cadeau. D'ailleurs, ces 2 livres sont des cadeaux de mon amoureux, qui étaient incroyables. Moi, j'ai adoré. Je sais que tout le monde n'adore pas autant que moi, et je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est relativement survolé. Mais moi, ce qui m'a vraiment plu déjà, c'est les illustrations. En top du top, les illustrations tellement exceptionnellement belles, vous pouvez vous perdre dans les planches. C'est exceptionnellement beau, c'est intelligent, c'est extrêmement
inclusif parce qu'on va suivre des personnages d'une part qui sont des adultes, d'autre part qui ont des corps différents, des couleurs de peau différentes, des statuts sociaux différents. C'est hyper diversifié. C'était vraiment très 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 intelligent. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la réécriture d'Eurydice, j'ai adoré les questions qui étaient posées sur la volonté, le respect de la volonté. Et c'était incroyable, c'était vraiment génial. Je ne peux que vous en recommander la lecture. S'il y a un graphique à acheter cette année, c'est Eurydice, vraiment. Deux autres lectures qui étaient d'excellentes lectures, des petits coups de cœur, un petit peu en dessous en termes de coups de cœur que ceux dont je viens de parler, mais il y a Fragile de Nicolas Martin que j'ai trouvé très très bon parce que très addictif, parce que très engagé, parce que très simple d'accès et de lecture, même pour un lectorat qui n'est pas très porté SFFF, ça se lit très très bien parce qu'il y a il n'y a pas ce côté science dure, il n'y a pas ce côté SF dans l'espace qui peut déplaire. Il y a vraiment, c'est très accessible, c'est beaucoup plus sociologique que sciences dures, même si on parle de géno-embryologie, on rentre pas dans les détails, on comprend l'idée sans avoir besoin de rentrer dans des détails précis. Peut-être d'ailleurs que les scientifiques de la salle vont lever les yeux au ciel ou auront levé les yeux au ciel en lisant ce bouquin, mais c'est pas grave parce que ce qui est important c'est le fond, c'est le propos. On est dans une dystopie, donc on est comme maintenant, mais avec les curseurs poussés plus, où il y a l'extrême droite traditionnaliste au pouvoir, donc les femmes perdent leurs droits peu à peu, où on est dans une société où il y a peu de naissances. Le peu de naissances qu'il y a, c'est des enfants qui sont atteints d'une maladie génétique. Il y a peu d'enfants sains qui naissent et de moins en moins de garçons. Et donc, on va parler de ça, on va parler de tout ce qu'implique une politique de droite traditionnaliste. C'est très engagé politiquement, c'est très engagé sociologiquement, c'est très engagé aussi d'un point de vue antiracisme et d'un point de vue queer aussi par extension, parce que évidemment que dans ce genre d'univers, on n'a absolument pas le droit d'être en relation homosexuelle. Donc vraiment, c'était un bouquin qui était très engagé, très accessible, avec une plume très fluide. Et si vous aimez les romans qui ont un côté cinématographique, un côté scénario, vraiment ça peut vous plaire parce que ça se sent que Nicolas Martin est scénariste dans la manière dont c'est écrit. Alors ça peut déplaire, moi j'ai adoré, mais sachez que si vous aimez les choses très rythmées, très visuelles, vraiment il y a un côté très cinématographique et très plaisant. Mais en tout cas c'était génial, je ne peux que vous inviter à le découvrir. Dernier livre dans mes tops dont je vais parler, c'est la migration annuelle des nuages, écrit par Primi Mohamed, qui est une autrice indo-caribéenne. Donc ça c'est très cool. Ce mois-ci j'ai lu beaucoup de francophones, beaucoup d'anglophones, mais j'ai lu aussi j'ai lu une autrice autrichienne, je crois, et allemande ou autrichienne, et une autrice donc indo-caribéenne, et ça c'est très bien, j'aimerais bien plus m'appliquer à ça. Bref, j'ai adoré La migration annuelle des nuages, c'est une trilogie de novellas, je crois que le tome 3 n'est pas sorti, même en VO je crois qu'il n'est pas sorti, je sais pas trop, en tout cas le tome 2 sort très bientôt en français, en mars il me semble, et j'ai adoré puisque là on est dans du post-apo, mais d'anticipation, et ça reprend un petit peu les mêmes codes que Fragile. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'épidémie, mais cette fois-ci c'est un parasite qui parasite les gens. Il semble se passer génétiquement et le parasite peut se réveiller entre guillemets très tardivement dans la vie. Ça veut dire quand on est pré-ado, à terme, il prend le contrôle de son hôte et vous en mourrez. Et on va suivre une jeune femme qui est atteinte de cette maladie, qui a ce parasite, et qui est acceptée dans une université extrêmement réputée où c'est très difficile de rentrer et qui semble chercher des gens d'en dehors des bulles, donc des espèces de villes très protégées, sûrement réservées aux très riches, et qui ont besoin peut-être de sang neuf, de nouveaux intellects. Et donc elle est acceptée, et il y a toute une problématique dans ce tome 1 qui se pose sur partir ou pas, pourquoi, comment laisser sa famille, laisser derrière soi, aller vers l'inconnu, les relations familiales, les relations amicales, les relations aussi avec ce parasite qui prend de la place et de plus en plus de place. C'était génial, c'était bien écrit, c'était original, intelligent, déstabilisant pour le moment, mais quelle petite pépite, je ne peux que vous inviter à découvrir ça. C'est de l'excellente SF d'anticipation, c'était incroyable, j'ai adoré vraiment. Nous allons maintenant passer à mes surprises, et je vais essayer d'accélérer un peu parce que j'ai beaucoup de trucs à vous dire dans ce bilan de janvier. Il y a 4 surprises, certaines auraient pu être dans mes tops, mais en regard des tops que j'ai mis, voilà, bon, écoutez. Première excellente surprise qui était une excellente lecture aussi, c'était Minuit passé de
Camille Genillier, je crois, que j'ai vraiment adoré. Petite pépite graphique francophone où on va suivre un jeune papa avec son petit garçon qui a 8 ans. Il retourne vivre dans la maison familiale. Ça se passe dans une espèce de 19e siècle, un petit peu fantasmé quand même. Et donc, ils repartent vivre dans la maison familiale de ce papa qui n'y a en fait jamais vécu, qui a passé juste un été quand il était petit. Et petit à petit, ils vont commencer tous les deux à réaliser que cette maison est habitée, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a quelque chose d'autre qui erre dans cette maison, dans ce manoir. C'est plus un manoir. C'était excellent par les thématiques abordées, la manière dont c'était abordé, la relation père-fils était incroyable, la manière dont on questionne le passé, dont on questionne les souvenirs et le rapport à la maison. Si vous êtes quelqu'un qui est fan de maisons et de maisons personnages, en fait, vraiment c'était top. Les illustrations étaient magnifiques, le travail sur les tissus, sur les pièces, enfin c'était vraiment très très beau. Et c'était très émouvant. Honnêtement, c'est un livre qui était très émouvant, qui questionne pas mal le passé, l'intériorité et ce regard nouveau qu'apporte ce petit enfant sur la vie passée et présente de son papa. C'était vraiment une très belle lecture et même juste pour la beauté des illustrations, ça vaut le coup. Donc j'ai adoré, c'était une très bonne surprise. En fait, j'ai été surprise parce que je pensais pas que ça allait être aussi sensible, aussi émouvant. Je pensais que ça allait être un petit peu plus horrifique. C'était plus que ça et c'était très plaisant. Autre très bonne surprise de ce mois de janvier, c'était Monstre Ordinaire, donc le tome 1 de la trilogie des talents de J.M. Miro, que j'ai reçu en service de presse, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très plaisant et qui m'a surprise parce que je ne m'attendais pas à la direction que ça a pris. Ça démarre dans une ambiance à cheval entre du McDowell et un côté de Jack l'Éventreur, vous voyez, donc assez glauque, assez sombre, un 19e qui est quand même inscrit dans une certaine pauvreté, et donc on va suivre finalement, en gros, dans les grandes lignes, des enfants qui ont des talents particuliers qu'ils doivent cacher parce que c'est vu comme quelque chose de diabolique dans des sociétés encore assez religieuses et puritaines, et on va suivre ces enfants, ils vont être retrouvés et ils sont plus ou moins traqués par différentes personnes, dont des personnes qui veulent les emmener dans une certaine école au nord d'Édimbourg, je crois, donc en Écosse. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais sachez que c'était une très bonne surprise parce que j'ai aimé la manière dont l'auteur reprenait des codes, des tropes, voire même s'inspirer de romans qu'on a pu lire quand on était plus jeune, et notamment Harry Potter. Je ne l'ai pas évoqué dans ma vidéo parce que j'essaye de ne pas trop parler d'Harry Potter, mais en parlant avec Anne-Sophie, effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez présent. Il y a beaucoup de références à ça, et à plein d'autres tropes de manière générale, topoi de manière générale, mais j'ai adoré parce que c'était un vent de fraîcheur. C'est quelque chose qui reprend des codes et des choses que vous avez aimées plus jeune, mais qui insuffle quelque chose de nouveau. C'était vraiment une très belle surprise, très bonne lecture. J'ai été embarquée par l'histoire de ces enfants, qui est très touchante, par ces personnages très réussis, et je vous invite à le découvrir. Sachez cependant qu'il y a quand même des violences, des VSS, des violences et des maltraitances faites aux enfants. C'est quand même assez dur par moment, surtout si ce sont des sujets qui vous triggerent, mais quelle très bonne découverte. Troisième très bonne surprise de ce mois de janvier, c'était les 2 premiers tomes de la saga La 9e Maison, donc le tome 1 qui est La 9e Maison et le tome 2 Jusqu'en Enfer de Lee Bardugo. J'y suis allée sans rien en attendre et du coup j'ai vraiment adoré, et je me rends compte que plus le temps passe, plus j'aime ce que j'ai lu, et vraiment ça s'imprime, ça semble s'imprimer doucement en moi avec le temps, et j'en garde un souvenir vraiment très agréable. C'est très très chouette, très prenant, assez engagé. Ça parle aussi de VSS, ça parle beaucoup du sort des femmes, notamment des femmes pauvres, et c'était vraiment une très bonne lecture. Ça a été une très bonne surprise. C'est pas facile d'y rentrer, mais je vous invite à persévérer un petit peu si ça vous plaît quand même, parce que bon voilà, si ça vous plaît pas du tout, c'est pas la peine. Mais si ça vous plaît quand même mais que vous trouvez ça un petit peu dur, n'hésitez pas à persévérer un peu parce que les choses se décantent, s'éclaircissent. Après, Lee Bardugo a une écriture qui est particulière. Elle aime bien faire des pauses dans l'action pour parler d'autres trucs, mais ça reste une très bonne lecture, très engagée, avec un personnage vraiment que moi j'ai adoré. J'ai adoré Alex Stern, j'ai adoré
sa relation aux autres, à ses amis, sa vision de la vie par rapport à son expérience qui n'a pas été facile. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage et j'ai très hâte d'avoir la fin, même si c'est pas prévu pour tout de suite. Donc on verra, j'espère que j'aurai pas tout perdu. Enfin, dernière très bonne surprise, c'était The Nice House on the Lake, tome 1 qui m'a été offert par The Riddler, tome 2 que je me suis acheté dans la foulée parce que je voulais savoir. Ça a été une très bonne surprise parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi complexe, d'aussi complet, d'aussi pensé. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple et en fait c'est ce qu'on appelle vraiment un roman graphique. Pour le coup là ça prend tout son sens, hein. C'est vraiment un roman graphique. Les écritures ont beaucoup d'importance, il y a beaucoup d'écriture. En temps normal c'est pas ce que je préfère, mais là ça a ce côté où vraiment j'ai accepté qu'il y avait beaucoup d'écriture et les illustrations ne se suffisent pas à elles-mêmes, il faut lire. Donc je vais les relire quand le tome 3 sortira en avril je crois, ou au printemps en tout cas. Je relirai les 2 premiers tomes parce que je sais et je me connais que j'ai raté des infos, j'ai raté des détails parce que je suis quelqu'un, quand je lis des graphiques, qui veut aller vite et qui veut vite savoir et j'ai tendance à pas faire dans le détail, donc je les relirai avec grand plaisir, mais c'était une très bonne surprise, très belle découverte, j'ai beaucoup aimé, c'est une sorte de dystopie post-apo assez dérangeante, mais il y a un petit côté thriller en fait à tout ça, qui est très plaisant et ce mélange est très réussi, vraiment très très belle découverte. Passons maintenant à mes déceptions. J'ai 2 déceptions qui ne sont pas des mauvaises lectures, mais qui m'ont un peu déçue. Et encore une fois, vraiment, il faut garder bien en tête que déception, ça veut pas dire mauvaise lecture. Ça veut dire que j'avais des attentes ici et que c'était ici, en général. Pas toujours, mais en général, c'est ça. Première petite déception, c'était Neige de, je ne me souviens plus le nom de l'autrice. Pourquoi c'est une petite déception? Parce que je pense que ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que pour moi il y avait un très très grand potentiel. L'écriture était très belle, les visuels dans le roman étaient incroyables. Je suis pas quelqu'un qui a une forte tendance à se projeter, à imaginer de manière détaillée les univers. J'ai tendance à rester très près des mots en fait. Et là vraiment j'avais des images. Il y avait une ambiance qui était réussie, enfin c'était très chouette et ça abordait des choses intéressantes, le retour à la nature, la proximité avec la nature, et j'ai trouvé que par moments le message se perdait dans trop de questionnements, dans trop de sujets annexes qui n'étaient pas nécessaires. J'ai pas très bien compris le message autour du spécisme et ça m'a un peu dérangé, donc c'était une chouette lecture. Mais je pense que ça aurait gagné à moins aborder de choses différentes et à se concentrer sur ce qui était évoqué dans le résumé, en fait, tout simplement. Voilà, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas ce que voulait nous dire l'autrice, mais en tout cas, j'ai apprécié sa plume, j'ai apprécié l'univers et j'ai aimé tout le potentiel que j'ai vu dans ce livre qui ne s'est pas totalement révélé dans ses pleines possibilités malheureusement. Deuxième petite déception, mais c'était quand même une très bonne lecture, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Petite déception parce que j'ai failli l'abandonner en fait, c'est pour ça que je le mets là, c'est que j'ai failli l'abandonner, en tout cas le mettre en pause avant les 50% parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le début où je ne voyais pas se profiler l'ambiance que j'y attendais et que j'espérais. Alors ça change dans la deuxième moitié et je pense, comme je l'ai dit dans le vlog, d'ailleurs je vous l'ai pas dit à vous, je crois, je l'ai dit que dans le vlog du Ko-fi, je pense vraiment que c'est un livre qu'il faut relire parce que à la lumière de tout ce que vous apprenez à la fin, le début a sûrement plus de sens. Donc il faudrait que je relise. Je le ferai pas tout de suite, mais je le relirai. Mais c'est vrai que j'avais de très 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 grandes attentes et que ça a été très très long pour moi. J'ai trouvé que le début était très laborieux et que même s'il se passe rien, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais ce qui m'a dérangé en fait, c'est que je retrouvais pas cette ambiance que je cherchais de un peu gothique, un peu effrayante, un peu thriller psychologique. Ça a été très long à arriver. Et du coup, je savais pas où j'allais avec tout ça. Et je pense que ce qui m'a un peu déstabilisée aussi et que j'ai pas trop aimé pour le coup dans le processus, c'est qu'on débute bien après les événements. Donc quelque part, on a des attentes par rapport à la fin. Et même si je comprends ce qu'a voulu faire l'autrice, c'est vrai que je sais pas, j'ai trouvé ça un peu dommage de débuter après et de savoir comment ça se terminait dès le début, même si toutes les révélations arrivent à la fin et que ce début ne vous dit rien en fait de la fin, mais je pense qu'en fait s'il n'y avait pas eu ce début qui me disait déjà comment ça se terminait pour la protagoniste
principal, j'aurais peut-être plus ressenti l'ambiance en me demandant qu'est-ce qui allait lui arriver. Là, je savais en démarrant ce qui allait lui arriver, donc j'attendais juste que ça se lance. Donc voilà, petite déception, mais c'est resté une très bonne lecture. C'est quand même une lecture à 4 étoiles. Je pense que si ce début avait été moins long, ou alors si ce début avait été plus dans l'installation de l'ambiance à mon goût, ça aurait pu être clairement une meilleure note parce que la fin a rattrapé très largement la première moitié. C'est vous dire si c'était bon, bien fait, intelligent. Bref, j'ai quand même beaucoup aimé. J'en ai fait une très longue chronique sur Ko-fi. Si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir sur Ko-fi parce que là-bas je donne des avis lecture détaillés sur certaines lectures. Enfin, mes flops, j'en ai 2 et aucun des 2 ne vous surprendra puisque ce sont les deux de mes 3 DNF, donc de mes 3 abandons. La disparition de Stéphanie Meyer, bien que je ne l'ai pas fini, c'est un gros flop parce que c'est beaucoup trop sexiste. Tous les personnages féminins présents dans cet ouvrage sont là pour être belles, bonnes ou alors pour être des mamans et des personnages féminins annexes de figures maternelles. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. J'ai trop de mal avec ça maintenant. Je ne supporte plus ça. Et vraiment, j'ai eu ce sentiment-là quand j'ai lu ce début. Je sais plus à combien je suis arrivée, mais ça m'a saoulée, donc j'ai abandonné. Et enfin, j'ai abandonné de bons présages parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans, parce que dans ma tête, je pensais à une des personnes qui a écrit ce livre, qui est donc Neil Gaiman, qui est un agresseur. Voilà, je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse, mais je ne souhaitais pas persévérer pour cette raison. Je n'ai plus envie de lire de livres d'agresseurs parce que j'ai pas envie d'aimer leur travail, parce que moi je suis désolée, mais je ne dissocie pas l'œuvre de l'artiste, parce que l'artiste nourrit son œuvre de sa personne nécessairement. Donc voilà, je me refuse à relire du Neil Gaiman. C'est malheureux, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour mes tops et flops. C'était très long. Je vais donc passer maintenant à mon point saga. J'ai commencé beaucoup de sagas en janvier. Est-ce que c'était bien intelligent? Je ne sais pas. J'ai commencé la saga Chien du Home de Justine Niogré. J'attends la suite avec impatience. C'est une duologie. Je ne sais plus comment s'appelle le tome 2, mais on m'a dit qu'il était incroyable. Et vu que j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte d'avoir la suite et fin. J'ai commencé la 9e maison. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Ainsi que la saga La migration annuelle des nuages. Je ne vais pas y revenir non plus. Tout comme la saga La trilogie des talents de J.M. Miro, dont je ne vais pas reparler puisqu'on en a déjà parlé précédemment. Donc ça fait déjà 4 sagas de fantasy fantastique. J'ai aussi commencé la saga Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau avec la lecture de Manèche, qui était une lecture commune du Ko-fi que j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé la saga The Nice House on the Lake ainsi que la saga Les Chants du Chaos de Elk que j'ai reçu en service de presse. Ça fait quand même 5 sagas de romans, 2 sagas de graphiques. Voilà. Mais j'ai quand même avancé les sagas, puisque j'ai avancé la saga L'Assassin Royal. J'ai d'ailleurs presque terminé à l'heure actuelle le 3e intégral du coup. J'ai avancé la saga La Sorcière aux champignons et j'ai lu tout ce que j'avais et tout ce qui est publié, donc je suis aussi à jour dans cette saga. J'ai avancé et je suis à jour dans la saga The Nice House on the Lake et j'ai avancé et je suis à jour dans la saga La 9e maison de Liv Bardugo, puisque j'ai lu tout ce qui existait à ce jour. Donc j'ai commencé des sagas, mais je suis à jour dans pas mal de sagas et ça c'est plutôt cool. Je n'ai terminé qu'une seule saga en janvier et c'est la saga Skyward de Brandon Sanderson, dont j'ai reparlé en vlog très récemment, que j'ai beaucoup aimé. Très belle conclusion, c'était une très chouette saga, très divertissante, très haletante, très prenante. C'est du Sanderson. Pour moi, c'est vraiment du Sanderson simplifié. Ça veut dire que si vous voulez mettre un pied dans l'écriture à la Sanderson, Skyward, c'est une excellente porte d'entrée parce que ça représente très bien sa manière d'écrire, de penser les intrigues, sa narration. Enfin, c'est vraiment très représentatif, mais c'est très accessible. Ça demande pas de s'impliquer dans le Cosmere qui est très 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 long et c'est une saga en fait young adult, donc il se lit très bien. Et ce que j'aime beaucoup avec Sanderson, c'est que bien que ça soit une saga young adult, il prend pas les ados pour des imbéciles, très loin de là. Donc vraiment très bonne porte d'entrée si vous voulez découvrir du Sanderson. Ne soit pas un truc en 80 000 pages. Voilà, point saga rapide. Déjà terminé parce que je vous ai parlé quasiment de toutes les lectures que je viens d'évoquer et au pire j'en ai parlé en vlog. Donc on va passer au point numéro 4. Je vais vous faire un point sur mes challenges. Donc je vais ressortir mes cahiers, enfin mon cahier de challenge.
avec les petits visuels des challenges. Je n'ai pas encore fait le visuel pour le challenge des reliques, mais bon, de toute façon, ça sera fin février, donc c'est pas très grave. Alors, premier challenge, c'est le 12 autrices à découvrir, donc 12 autrices que je n'ai jamais lues pour 2024. Me suis trompée, je sais, je confonds ces deux livres dans ma tête, donc lui je ne l'ai pas lu, le Maya Mazorette, je n'ai lu que Chien du Home, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie, non, je dis une bêtise puisque j'ai aussi lu La 9e maison qu'il va falloir que je coche. Donc j'ai déjà lu 2 livres, découvert 2 autrices sur ces 12 mois, 12 autrices, donc je suis très contente, c'est plutôt cool. Il m'en restera donc 10. Par contre, je vais modifier ça parce que j'ai appris entre-temps, grâce à Qui a tout lu, que je vous invite à découvrir sur YouTube, qu'il fallait d'abord lire Le Silence de la Cité et non pas Chronique du Pays des Mers. Donc je vais commencer par Le Silence de la Cité. Mais sinon, voilà, j'ai lu 2 livres en janvier sur ce petit challenge et j'en suis très contente puisque ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés et des autrices que j'ai très envie de continuer à suivre. Autre challenge, c'est le challenge 12 livres par 12 amis. J'ai affiché tout en ce mois de janvier. J'ai lu Fragile, dont j'ai parlé précédemment, qui était une recommandation de Benjamin. J'ai attaqué La maison dans laquelle, que j'avais déjà lu mais que je relis et que j'avais mis en pause, et donc je vais terminer, qui est une recommandation de Laura Dou. Et j'ai Le nom du vent aussi à attaquer puisque c'est ma lecture imposée de Kofi, donc qui est une recommandation de lecture pralinée. Donc je n'en ai validé qu'un, mais normalement en février, il y en aura 2 de plus de validés et ça c'est très très cool, d'autant que je n'ai pas fini mon challenge de 2024, donc je suis en train de terminer Sif dans le cadre de 12 livres par 12 amis 2024, ça c'est presque fini donc ça devrait aller, mais je dois aussi lire Les Maîtres en lumineur et ça c'est un beau bébé aussi, donc je suis sur double challenge 12 livres par 12 amis. Je vais essayer de ne pas faire la même erreur en 2025, tout simplement. Voilà, donc mes challenges ont plutôt bien avancé. Concernant mon challenge de No Buy, je vous affiche tout ici. J'ai reçu 9 services de presse, j'ai lu 19 livres qui comptaient, parce que je les compte pas tous, vu que l'objectif c'est de baisser sa palle, je compte que ceux qui sont dans ma palle ou qui entrent dans ma palle. Il y en a certains que j'ai pas passé par le comptage, par exemple, je crois que Les Chants du Chaos n'est pas passé par le comptage parce que je l'ai reçu et lu, donc ça sert à rien de l'ajouter pour le retirer, enfin voilà. Mais en gros, j'ai décompté 9 services de presse puisque moi je me suis acheté que des graphiques qui ne rentrent pas officiellement dans ma palle, donc je les ai pas comptés, et je ne compte pas les cadeaux. Peut-être que j'aurais dû parce que du coup c'est pour ça que j'ai peut-être pas beaucoup baissé, mais ça fait que j'avais 2 pièces puisque moi tous les 4 livres j'ai une pièce et tous les 4 livres je peux acheter un livre. Au bout de 2 pièces, donc de 8 livres, je peux en acheter 3 et je n'ai pas atteint plus ce mois-ci. Donc je peux acheter 3 livres, j'ai déjà prévu ces 3 achats. Il y a Le Monde de Rock'n'One d'Ursula K. Le Guin qui est la lecture commune du Kofi de février. J'ai acheté déjà Les Mains Vides qui est ici, donc Les Mains Vides de Delio Possose, c'est dur à dire, Possose, qui est une publication de chez La Volte. Je soutiens La Volte, donc j'achète, si je ne les reçois pas en service de presse, je les achète. Donc qui s'inscrit dans la catégorie Utopie de chez La Volte. Donc j'ai hâte de le lire, bien qu'il ait l'air un peu particulier, mais c'est La Volte, c'est toujours comme ça et ça me va très bien. Et le dernier que je compte lire, je l'évoquais précédemment, c'est Le Silence de la Cité d'Elisabeth von Harburg. Donc ça, je vais aller me les chercher dans les jours à venir parce que j'ai très envie de les avoir et que y en a un, c'est une lecture commune que je dois commencer prochainement. Le mois prochain s'ajoutera le challenge de reliques évidemment et je ne pense pas en avoir d'autres en cours à l'heure actuelle. J'en ai peut-être oublié, c'est possible, mais je ne crois pas. Voilà, petit point de challenge terminé. J'espère que j'ai pas été trop rapide, mais on va essayer pas non plus de traîner trop longtemps sur les points de challenge. On va passer brièvement aux sorties de ce mois de février. Alors, je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche de sortie. Il n'y en a qu'une dont je me suis rappelée et que je voulais vous évoquer parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En février sort E-Mills en poche d'Emmanuelle Chastelière chez Folio, je pense, très sûrement. Je crois que... J'ai un doute, mais je crois qu'Emmanuelle Chastelière est publié en poche chez Folio. Bref, en tout cas, il va sortir en février
pas début février, mais courant février. Donc si jamais Mills vous intéressait, mais que vous ne vouliez pas investir dans le grand format, sachez que le poche va sortir très prochainement. Et c'est tout ce que j'ai noté. Donc je compte sur vous, si vous avez repéré des sorties en février, pour me les dire en commentaire. Je suis intimement persuadée qu'il y a plein de trucs et que juste j'ai oublié. Il y a sûrement, ça se trouve, même des services de presse que j'ai reçus qui sortent en février, mais que j'ai oublié. Juste là, j'avais pas le courage de faire le travail de recherche de sortie. Il y a des fois où j'ai la flemme. C'est vraiment un truc que j'aime pas trop faire. Donc quand il y a vraiment des trucs qui me sautent aux yeux et que j'ai vu passer qui vont sortir, je vous les donne, mais j'ai pas forcément envie de fouiller plus que ça. Donc je compte sur vous pour me dire les sorties que vous avez repérées en février et je regarderai du coup. Nous allons passer donc au dernier point de cette vidéo qui est le point PAL. J'ai pas mal de livres dans ma palle du coup en ce mois de février, puisque j'ai déjà mis les lectures communes que je suis censée faire à coup sûr, à savoir Nous qui est l'Explora Livre de ce premier trimestre de l'année. Ensuite, en lecture commune, grosse lecture commune, il y a celle de Ko-fi, qui est donc le monde de Rock'n'Rone réservé aux membres du Ko-fi, et Le Nom du Vent, qui est ma lecture imposée qu'on se fait en lecture commune, mais à laquelle vous pouvez accéder sur Partner in Books, qu'on a ouvert à tout le monde. J'ai aussi La Maison dans laquelle que je lis avec Théo Scher et Morgane. J'ai aussi mis La Cité de Jade que je vais lire avec Anne-Sophie très bientôt. J'ai Le Sort qui nous lie que je vais lire avec Cécilia, Natcha, Anne-Sophie, peut-être Emeline si elle a le temps. Et enfin, j'oublie quelque chose, oui, j'ai Haro, donc le tome 2 des Tombeaux scellés de Tamsine Muir, qu'on doit sortir avec Kim, Emeline et Cécilia. Mais j'ai l'impression que j'oublie des gens. Je ne sais pas. Si je vous ai oublié, je suis désolée. Donc ça, c'est vraiment les lectures sur de sûr. Je sais que j'ai d'autres lectures communes de prévues que je n'ai pas notées. Et comme si je ne note pas, j'oublie, eh bien, je ne les cite pas ici, alors que je vais les lire très sûrement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a prévu une lecture commune en février et que j'ai oublié de la citer. Ne m'en veuillez pas, c'est pas de la mauvaise volonté, mais vraiment j'ai du mal à, même quand je note, j'oublie quoi, donc c'est terrible. Ah si, j'ai oublié Un bûcher sous la neige qu'on va lire avec Julia, Cécilia, Pénélope, et est-ce que j'oublie encore quelqu'un? Je ne sais plus, mais voilà, normalement on doit sortir aussi Un bûcher sous la neige. Je pense que j'ai d'autres trucs de prévu encore une fois, mais si j'ai oublié et que je vous ai dit qu'on le ferait, c'est pas que je ne le cite pas ici, c'est pas que je ne vais pas le faire, c'est que j'ai oublié de le noter. Donc rappelez-le moi en commentaire. Voilà, c'est tout pour ce bilan mensuel de janvier qui aura été assez long. J'espère qu'au montage je vais réussir à passer sous la barre des 40 minutes, mais écoutez, nous verrons bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos tops, vos flops, quelle saga vous avez commencé ou terminé en janvier. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sorties vraiment qu'il faut absolument que je regarde et que j'ai oublié de citer, et puis à me faire un petit retour sur votre mois de janvier de manière générale si ça vous tente. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.